Merci d'être là ce midi, à une heure où j'ai personnellement déjà faim. Donc, je vous remercie d'autant plus. Je m'appelle Pierre Girardot, donc je suis data scientist et cofondateur de la société CrossData. Je vais vous parler aujourd'hui d'explicabilité et de performance d'algorithmes de machine learning. Donc, je vous remercie d'autant plus d'être là pour ce sujet ce midi. Alors rapidement, juste pour vous dire un peu qui on est quand même. CrossData, donc on est une société qui est spécialisée dans la conception d'algorithmes, d'IA et d'optimisation recherche opérationnelle. On est basé à Angers et à La Roche-sur-Yon. On est une dizaine de personnes, principalement des data scientists. Euh, on travaille pour tout type de structure en fait, structure de toute taille. On a deux spécialisations autour de l'efficacité commerciale et de l'efficacité industrielle. Donc dans l'objectif des algos qu'on conçoit. Parmi toutes les icônes qu'il y a ici, il y en a une que je voudrais mentionner pardon, particulièrement, c'est en bas à droite Femmes Digital West, auquel on contribue dans la mesure du temps qu'on a, qui est une association qui est basée à Nantes, qui disons, favorise l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique, et qui est une super asso. Alors sur Angers, on est trois représentants. Sur Nantes, il y a beaucoup plus de monde. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher d'elle et d'eux, puisque bien qu'étant Femme Digital West, elle est soutenue à la fois par des femmes et par des hommes. Alors maintenant, pour rentrer dans le sujet du jour, j'aurai un peu un fil rouge. Donc on va partir très loin des algorithmes. Là, on est sur des machines agricoles. Ok. Donc on a un tracteur avec une botteleuse derrière. Vous imaginez que vous, votre job, c'est de distribuer dans la France entière à ces agriculteurs des pièces détachées pour ces machines agricoles. C'est-à-dire que si ma botteleuse casse, qu'il me manque un écrou, une vis ou quoi au caisse, ou un système hydraulique, bah vous, en fait, votre travail, c'est alors pas forcément de le produire, mais en tout cas de le distribuer afin qu'il arrive à l'agriculteur. D'accord. Les agriculteurs, en fait, ils se fournissent pas directement auprès des distributeurs, ils se fournissent auprès de concessionnaires. Vous en avez sûrement déjà vu au bord des routes, des concessionnaires, New Holland, Class, etc. Il y en a à peu près un tous les 20 km dans les zones agricoles. Donc ça fait plusieurs milliers en France. Et donc le sujet là, ça va être j'ai identifié un concessionnaire près du Mans, ici le rond rouge, et je me pose la question de si ce concessionnaire, pour moi qui distribue des pièces de machines agricoles, il est particulièrement intéressant ou pas. C'est-à-dire quel est son potentiel en termes de chiffre d'affaires pour moi. Ok. Donc on va rester sur cette question-là. Pour répondre à cette question, j'ai plein d'infos ouvertes. Alors, il y a eu plein de conférences ce matin sur les infos ouvertes. Je pense à l'IGN, à l'INSEE. Donc toutes ces infos ouvertes, on peut les récupérer. Ce que vous voyez devant vous en particulier, c'est à partir des données de l'IGN sur les parcelles agricoles en France. Donc il y a 9 millions de parcelles agricoles. Sur chacune de ces parcelles agricoles, on sait quel type de culture est installé. Maïs, blé, etc. À partir de ces 9 millions de parcelles agricoles, donc ce qu'on a fait ici, c'est une carto qui vous présente en chaque point la culture principale de ce point-là. En fait, ce pas des points, c'est des petits hexagones. Il y a environ 20 000 hexagones sur ce graphique. Et donc, ce que vous voyez en jaune, par exemple, ici, c'est le maïs. Ça veut dire qu'ici, la culture principale, il y en a d'autres, bien sûr. La culture principale, c'est le maïs. Dans d'autres zones, ici, on a mis le vin en couleur bordeaux, bien sûr. Une petite zone là qu'on m'a fait noter ici en bleu. Alors, en bleu, apparemment, c'est des cultures de chou-fleur dans le nord de la Bretagne. C'est Clément qui est chez nous qui m'a indiqué que c'était ici assez connu que dans le nord des Côtes d'Armor, il y avait des cultures de chou-fleur. Voilà, pour info. Donc on a toutes ces infos-là sur ce qui entoure notre concessionnaire, le type de culture à proximité, puis on a aussi les infos de la Basse-Sirène, par exemple. Donc on sait combien de salariés il y a dans cette concession, on a l'alias fiscal si elle est déposée de cette entreprise-là, donc on connaît ses achats fournisseurs, son chiffre d'affaires, son résultat, enfin on a plein d'infos. À partir de ces infos, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'estimer donc le potentiel de chiffre d'affaires que je pourrais faire avec ce concessionnaire? Alors il y a une première façon de faire, c'est ce qu'on appelait les systèmes experts, les règles métiers. Quelqu'un qui connaît bien son métier va vous dire, bah, moi je sais que si autour de ce concessionnaire il y a par exemple 2 fois plus de vignes que de blé, eh bien tu vas faire 4 fois plus de chiffres. Parce que voilà, ça fait 20 ans que je travaille dans le métier et je le connais. Alors l'avantage de cette méthode de règles expertes, c'est que ces règles-là, elles s'expliquent très bien à un humain. Elles sont très compréhensibles. Vous voyez, je vous l'ai dit en une phrase, vous l'avez comprise. L'inconvénient, c'est que l'humain, bah, on a un certain nombre de biais cognitifs, on n'a pas non plus la capacité à traiter plus de deux-trois facteurs, deux-trois informations en même temps. Alors là, sur la slide précédente, je vous en avais quand même cité un certain nombre. Donc,
on va s'intéresser à d'autres types de méthodes qui sont plutôt dans le domaine de l'apprentissage automatique ou de l'intelligence artificielle. Là, la prévision, elle va être faite par un programme, et ce programme, il va apprendre à partir d'exemples. D'accord? Donc on va lui montrer des exemples de chiffre d'affaires qu'on fait avec des concessionnaires dans plein de régions. On va lui montrer aussi les exemples des données d'entrée pour ces concessionnaires, c'est-à-dire je fais 200 000 € avec lui et par ailleurs il a 2000 hectares de vignes à proximité, il fait tant d'achats fournisseurs, etc. Et à partir de ça, le programme va apprendre tout seul les règles qui amènent du facteur explicatif, de ce qui caractérise le concessionnaire, à ma prévision. L'inconvénient ici, c'est que la règle ne sera pas forcément compréhensible par l'humain. En tout cas, on ne le met pas a priori comme contrainte à notre programme, que la règle qu'il devra ressortir soit compréhensible par un humain. Ok? Alors, si on va dans le domaine de l'apprentissage automatique c'est un peu comme ça. C'est un peu la jungle. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous prenez l'animal que vous voulez, c'est l'algorithme que vous voulez. Euh, je vous en mets quelques exemples, vous allez sûrement les reconnaître. Hein. Souvent, on a le réseau de neurones qui prend pas mal de place dans la communication actuellement. On a je sais pas, les SVM, la régression linéaire, les forêts aléatoires ou random forest, les modèles GAM, voilà, il y en a plein. Et souvent, en vrai, un data scientist, quand il arrive sur un nouveau problème comme ça, personne ne le dit, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous ces algorithmes-là, il fait une petite boucle et puis il les teste tous pour voir celui qui est le plus performant. C'est souvent la première étape qu'on fait. Alors, bien sûr, après, on va les paramétrer, essayer d'optimiser tous ces paramètres. Mais on prend, et ces algorithmes-là, d'ailleurs, sont la plupart disponibles en open source aujourd'hui. Hein. Donc, on les prend et on regarde déjà quelles sont les performances de ces différents algos-là. Pour se faire une première idée. Et ces algorithmes-là, ils ne sont pas comparables en termes de performance, c'est-à-dire il y a vraiment des différences importantes de performance entre eux, et surtout pas en termes d'explicabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez le petit papillon en haut, là, la régression linéaire, je prends un petit papillon parce que la régression linéaire, c'est vraiment sympa comme truc. C'est facile à comprendre. La régression linéaire, bon, ça a beau être un algorithme qui rentre dans le cadre de l'apprentissage automatique, hein, c'est très très simple à comprendre. Parce que la règle qui en ressort, justement, elle est linéaire. Donc ça va être quand les achats fournisseurs de ton client font x4, ton chiffre d'affaires fait x2. Voilà. Ça, c'est très facile à comprendre. Par contre, en termes de performance, c'est pas forcément ça, on va revenir dessus. Alors, le côté très explicable de la régression linéaire, elle est au détriment d'autre chose qui est sa performance. Et ça, aujourd'hui, le souci qu'on a, ce paradoxe, c'est le suivant, c'est que plus un algorithme est performant, donc vous vous déplacez vers la droite, vous avez des algorithmes de plus en plus performants, moins il est explicable. Vous voyez que l'explicabilité, plus on va vers le haut, plus on est explicable. Vous retrouvez ici donc les modèles linéaires, comme la régression linéaire en fait partie, hein. Très explicable mais assez peu performant. Et plus vous voulez ajouter de la performance, plus vous ajoutez de la complexité et de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la prévision qui a été faite par cet algorithme-là. Et donc, ça, c'est vraiment une barrière face à laquelle on est. Alors, j'ai envie de dire, on était, parce que justement, il y a des papiers récents et des outils récents là, dont je vais parler qui repoussent un peu cette barrière-là. Alors, les différences de performance, elles peuvent être parfois substantielles. Moi, j'ai essayé vite fait hier là, sur le problème, donc fil rouge dont je vous ai parlé, de calculer donc l'erreur de prévision sur le chiffre d'affaires chez mes concessionnaires, l'erreur de prévision moyenne que je fais avec une régression linéaire ou avec un algorithme de random forest, forêt aléatoire, sans rien toucher, hein, juste en les lançant sans rien paramétrer. La régression linéaire, elle obtenait 81% d'erreur, ce qui est quand même autant tirer au doigt mouillé. Hein. Les forêts aléatoires, c'était divisé par 2 à peu près, un peu moins. Alors, vous me direz 48% d'erreur, c'est encore beaucoup. En fait, c'est assez classique dans ces problèmes-là où vous essayez d'estimer quel chiffre d'affaires vous feriez chez un client qui a plusieurs fournisseurs. Parce qu'en fait, il y a une grosse inconnue qui est est-ce que je suis en situation de monopole? Est-ce que mon client a plusieurs fournisseurs ou pas? Et cette donnée de la part de marché que j'ai chez mon fournisseur, généralement, vous ne l'avez pas. C'est une grosse incertitude. Et donc, sur des problèmes comme ça, on a du mal à descendre en dessous de 40% d'erreur, ce qui est assez logique vu ce qu'on cherche à faire. Mais donc voilà, avec le même niveau de complexité au niveau de la programmation, hein, j'ai juste changé une ligne, je passe d'une régression linéaire à une forêt aléatoire, je divise par 2 ma performance. Par contre, avec les forêts aléatoires, est-ce que je vais savoir expliquer mon résultat? On va essayer. Alors, si l'algorithme vous dit, par exemple, le CA que vous allez faire avec ce client-là, près du Mans, c'est de 543 000 €. Okay.
pourquoi on le croirait? Alors, pour essayer de vous le faire, comment dire, pour essayer de vous y faire croire, je vais essayer de vous expliquer comment il a fait. C'est une manière de vous convaincre. Alors, les forêts aléatoires, en fait, une forêt, c'est un ensemble d'arbres. Bon, jusque-là, pas besoin d'avoir fait des maths. Un arbre, ça fonctionne comme ça. Un arbre de décision, ça va sélectionner un premier critère qui lui semble le plus discriminant. Donc, par exemple, il a calculé que le critère le plus discriminant, c'était le montant des achats fournisseurs chez mon client. Et il dit, bah, si le montant des achats fournisseurs est supérieur à 500 000 euros, alors ton client il va dans cette case-là. Et là, deuxième critère le plus discriminant après le premier, c'est les vignes à proximité. S'il y a plus de 500 hectares, alors tu vas par là. Et ma prévision, c'est que le chiffre d'affaires que tu vas faire avec lui, c'est 545 000 euros. Si par contre, il faisait moins de 500 000 euros d'achat fournisseur et qu'il a moins de 1200 hectares de blé à proximité, alors tu vas faire 123 000 euros. Donc tous ces paramètres-là sont optimisés par l'algorithme d'arbre de décision. Et comment ça devient une forêt aléatoire? Eh bien en fait, une forêt aléatoire, c'est juste un ensemble d'arbres sur lesquels on a un peu joué sur les aléas, mais vous pouvez vraiment vous le représenter comme un ensemble d'arbres les uns sur les autres. Alors souvent, il y en a 100, 1000, enfin c'est 100 ou 1000, enfin c'est souvent ce ordre de grandeur-là, du moins les valeurs par défaut. Là, alors je les ai juste recopiés, hein, je me suis pas embêté à changer dans chaque case tous les critères là, parce que j'aurais mis un peu de temps. Mais donc vous pouvez vous le représenter comme ça. Si j'essaye de vous expliquer là pourquoi il vous a dit que votre chiffre d'affaires serait de, je ne sais plus combien j'avais dit, 543, on va y passer la journée et je pense qu'à la fin de la journée, vous ne serez pas convaincu. Euh, en fait, normalement, si j'ai bien fait mon explication, vous devriez avoir la tête à peu près comme ça. C'est-à-dire que le 543 000, c'est un bout de ficelle à un bout, là. Et puis si je commence à tirer, en fait, j'ai 4 nœuds qui arrivent. C'est absolument impossible. Alors, du coup, comment vous pourriez croire à ce résultat? Maintenant que j'ai essayé de vous l'expliquer, vous avez vu que c'était imbitable, en fait, comme explication. Franchement, c'est inaccessible à un humain d'essayer de tirer le filet, de comprendre comment il a calculé ça. Il y a deux manières. Alors, la première, c'est l'hypnose. Alors ça marche bien quand on a une personne en face de soi et qu'on a des capacités d'hypnose, mais c'est difficile de passer à l'échelle avec ce genre de technique. La deuxième, c'est de faire appel à ce monsieur. Alors ce monsieur, c'est pas un hypnotiseur, c'est Lloyd Shapley. Donc Lloyd Shapley, c'était un économiste qui a fait la plupart de ses travaux, enfin ses travaux fondateurs, c'était au début des années 50, donc ça remonte. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la théorie des jeux, et en particulier des jeux collaboratifs. C'est-à-dire que des jeux collaboratifs, c'est vous participez tous à un même jeu, à une même équipe, et vous avez tous le même objectif de collaborer au même résultat. Vous êtes tous dans la même équipe. Ce travail en fait de Shapley, il a permis de contribuer à quantifier la valeur de chaque personne dans une équipe. Donc là, vous êtes tous dans la salle. On concourt tous à un objectif commun qui est de maximiser un résultat, quelque chose qu'on cherche à gagner. Eh bien, il a énoncé une théorie et des calculs qui permettent de quantifier la valeur de chaque personne, c'est-à-dire sa contribution individuelle au résultat. Okay. Alors, c'est quoi le lien en fait avec ce dont je parlais avant? C'est qu'il y a un papier récent, donc qui date de 2017, qui fait le lien entre les travaux de Shapley et exactement le problème qu'on se posait, c'est-à-dire d'expliquer les résultats d'un modèle d'apprentissage automatique. Ils font ce parallèle-là en disant que en fait, chaque facteur explicatif, par exemple les achats fournisseurs de mon client, la surface de vigne à proximité, n'est qu'un membre de l'équipe, finalement, qui cherche globalement à obtenir la meilleure prédiction du chiffre d'affaires. Finalement, chaque facteur explicatif, c'est comme un joueur, et tous ces facteurs explicatifs sont dans la même équipe, et leur objectif commun, c'est de prévoir le mieux possible le chiffre d'affaires. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, imaginons que vous ayez à construire une équipe, donc ça c'est le gouvernement français. Comment fonctionnent les valeurs de Shapley? Vous vous dites, tiens, je vais estimer la valeur de 7 ministres. Alors la valeur de cette ministre, on peut l'estimer d'une façon simple, c'est de dire je l'enlève ou je la mets dans l'équipe et puis je regarde les résultats que ça fait. Okay. Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça se trouve dans son travail, dans sa prise de décision, il va arriver des moments où elle aura prendre des décisions conjointement avec 2 autres ministres. Et donc il faut s'intéresser à tous les sous-groupes, toutes les sous-équipes dans lesquelles elle sera amenée à contribuer et se dire dans chacune de ces sous-équipes, si je l'enlève, si je la mets, quelle différence ça fait. Et de moyenner toutes ces combinaisons possibles en fait.
c'est exactement donc, ce que fait Chaplet, c'est comme ça qu'est calculée la valeur de Chaplet. C'est en calculant la contribution dans toutes les configurations possibles de prise de décision que vous pourriez être amené à faire. Donc c'est passionnant. Alors, ça se résume comme ça. Voilà, donc ça c'était pour mettre quand même un peu de maths dans la présentation. Je vous mettrai le lien vers le papier. Mais donc c'est pour ceux qui sont férus de maths, hein, c'est vraiment la différence entre la valeur qu'il y a si on ajoute l'élément i, moins la valeur qu'il y a si on n'a pas l'élément i. Avec devant un calcul, donc qui calcule la combinaison de tous les groupes possibles, etc. Alors si je reviens à mon exemple, les différents facteurs explicatifs que j'avais, donc je les ai répétés plusieurs fois, il y avait les achats fournisseurs, les surfaces de culture à proximité, tout ça pour calculer le chiffre d'affaires que je pourrais faire chez ce concessionnaire près du Mans. Dans ce papier et dans les travaux qu'ils ont fournis aussi, comment dire, en termes de logiciels, ces deux chercheurs-là en 2017 proposent de présenter l'explication sous cette forme-là. Alors partez pas tout de suite, c'est pas si difficile que ça à comprendre. En fait, ça se lit du bas vers le haut. En bas, le 2323 € qui est là me dit, en moyenne, chez un concessionnaire, tu fais 2323 €. Maintenant, pour ce concessionnaire-là particulier, tu lis du bas vers le haut. Voici comment tu arrives à 12 €. Donc celui-là, en fait, ce concessionnaire-là est vraiment pas intéressant pour moi. Tu y arrives. Alors la plus forte contribution négative, c'est ceci. Alors ceci, c'est les achats fournisseurs. Alors j'ai laissé, je suis désolé, dans l'alias fiscal, il y a des codes comme ça. Donc c'est le code de l'alias fiscal CF qui correspond aux achats fournisseurs. Donc celui-là a des achats fournisseurs qui sont plutôt faibles. Et donc ça fait que ça baisse la note, ça baisse le chiffre d'affaires que tu peux espérer faire avec lui de 644 €. Par ailleurs, son effectif, workforce, est de 3 personnes, ce qui est assez bas par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Et ça fait baisser ton chiffre d'affaires prévisionnel de 500 €. Par ailleurs, en vigne, on n'a qu'1 hectare dans les 20 km à la ronde, ce qui est très très peu. Et donc ça c'est pareil en termes de marché. Voilà. Et donc ça fait baisser la valeur. Alors pour donner un autre exemple qui va dans l'autre sens, parce que ça va quand même finir sur une note positive, ici donc on retrouve la même valeur en bas, hein, 2323 €, puisque c'est combien je fais sur les concessionnaires en moyenne, hein, donc ça ne change pas. Et là sur un concessionnaire sur lequel j'ai beaucoup plus de potentiel, puisque j'arrive à 5229, donc le double en fait de ce que j'obtiens en moyenne, parce qu'il y a beaucoup de vignes, beaucoup d'achats fournisseurs. Bon, l'effectif de l'entreprise n'est pas énorme, ça fait un petit peu baisser, etc. Une fois qu'on a compris, vous voyez, en 5 minutes on explique ce graphique-là, ça devient quand même assez limpide, non seulement de comprendre pourquoi on arrive à cette prévision-là, mais de comprendre, comment dirais-je, s'il y a un des facteurs qui change, quel va être son effet, et quelle va être l'amplitude de cet effet. Alors ça ne dit pas que la solution, que la prévision est juste, hein, bien sûr, attention, mais ça explique comment il arrive à ce résultat. Donc si vous cherchez à en savoir plus, donc je vous invite à aller, et en plus sur GitHub à un code qui est disponible, je vous invite vraiment à vous en servir, ça s'appelle CHAP. Donc voilà, vous tapez, vous trouvez à la fois le papier et le module. Nous, on a commencé à l'utiliser de manière assez large dans les domaines de l'immobilier, de la santé animale, de l'éducation, des machines agricoles du coup. Juste pour finir sur, en termes de perspective, ce que ça peut, voilà, ce qu'on peut imaginer derrière. Pour l'instant, ça s'applique de manière efficace à quelques types d'algo, donc réseau de neurones et forêt aléatoire, ça marche très bien. Après, nous on s'intéresse aussi à rendre ça utile pour d'autres types d'algorithmes, par exemple quand on fait de l'auto-apprentissage, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis à d'autres secteurs d'activité. Donc les raisons surtout, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est de rendre ce type de méthode-là en fait accessible à un plus grand nombre, parce que voilà, une fois qu'on avait trouvé ça, on s'est dit quand même, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà, merci à vous. Et puis si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Donc oui, ma question serait de demander comment est-ce qu'on applique ces méthodes visuelles de Chap pour expliquer une prédiction non pas sur un chiffre, mais sur une catégorie. Si on fait de la classif, tous les algorithmes dont vous avez parlé, c'est des algorithmes qui peuvent servir à classer des individus dans des catégories. Ouais. Est-ce qu'il y a une solution équivalente qui est aussi chouette pour comprendre la façon intrinsèque dont l'algorithme fait sa prédiction? Oui, alors notamment, alors ça va dépendre des cas, mais notamment en images, ils ont fait ça très bien pour la classification d'images. En fait, ils vont colorer
l'image en rouge et en bleu pour vous montrer en fait les zones qui contribuent positivement à indiquer que par exemple c'est un chat plutôt qu'un chien, et les zones qui contribuent négativement, c'est-à-dire qui vous éloignent plutôt de cette prédiction-là. Donc sur l'image, ça se fait très bien, sur le texte aussi, avec la même logique. C'est-à-dire si vous faites de l'analyse sémantique, eh bien, il va vous montrer votre phrase colorée en bleu et en rouge, pour vous montrer les éléments de la phrase, les mots, les groupes de mots, qui contribuent positivement ou négativement à la prédiction. C'est assez chouette. Ouais. Ouais. Explicabilité parfaite alors. Ouais, en Python. Ah, pour la cartographie? Ah, ça, c'est Chap, en fait. Ouais, c'est un package Python. Enfin, c'est un paquet Python ouais, qu'on peut télécharger directement depuis ouais, soit PyPy ou GitHub. Ouais. 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 Je sais plus exactement quelle est la différence entre Chap et Lime. Est-ce que Ouais. vous êtes intéressé entre les différences entre ces deux méthodes et deux packages et comment vous avez sélectionné Ouais. la méthode? Bah, Lime préexistait en fait, Chap, donc c'est arrivé avant, un peu sur le même type d'idée. Et en fait, la différence avec Chap, c'est que ils n'ont pas la même méthode de calcul. Et ils ont montré dans leur papier que en fait, leur méthode de calcul était la seule qui garantissait donc trois critères qui leur semblaient importants pour une explication. Alors je les ai notés quelque part. Je ne sais plus. Tac, tac, tac. Ah non, je les ai pas notés. Alors, de mémoire, il y avait une histoire de monotonie de l'explication, c'est-à-dire que si tout d'un coup on a un concessionnaire sur lequel vous avez plus de chiffre d'affaires, bah, il est logique que le critère aille dans le même sens. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou l'autre. Il y a une histoire de monotonie, une histoire de précision locale, et le troisième, je l'oublie toujours. Enfin, donc il y a trois critères qui sont, qui sont bien expliqués en fait dans ce papier, qui vous montrent l'intérêt que ça en fait d'avoir ces critères-là pour expliquer un modèle de machine learning. Et il se trouve que en fait Lime ne remplit pas toujours ces trois critères. Apparemment la monotonie en particulier a un souci pour Lime. Donc voilà. C'est simplement ce qui m'a amené à m'intéresser plutôt à Chap. Les calculs sont assez longs à générer. Alors c'est pour ça que ouais, je disais en fait on peut s'en servir pour une black box complète, mais si on s'en sert pour une black box complète, en fait il faut tester toute la combinatoire et ça devient extrêmement long. Par contre, si on s'en sert avec des forêts aléatoires ou des réseaux de neurones, là ils ont fait tout un travail algorithmique pour rendre ça très 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 rapide. Donc c'est pratiquement instantané en fait. C'est un peu du même ordre que vous avez quand vous faites de machine learning, vous avez le fit qui prend du temps et la prédiction qui prend peu de temps. Là, c'est un peu pareil, vous avez un calcul initial qui prend un peu de temps. Et une fois que les valeurs sont calculées, là, vous pouvez instantanément calculer ces graphiques. Ouais. Et donc, encore ouais, sur un petit nombre de méthodes aujourd'hui. Enfin, un petit nombre. Random Forest et réseau de neurones, c'est quand même très, 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 très utilisé, quoi. Est-ce que vous souffrez encore de réticence malgré ce type malgré ces méthodes d'interprétabilité? Est-ce que vous souffrez encore de réticence de certaines entreprises sur certains modèles? Parce que, moi, je sais que même si je vais pouvoir leur expliquer, il y a certaines choses, même l'interprétation des coefficients, le calcul, etc. Si je ne peux pas vraiment l'expliquer, ça bloque. Ouais. Oui, non, il y en a toujours. En fait, ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière que d'inclure en fait les personnes dès le départ dans la boucle en fait, et de les faire participer dès le début du projet. C'est-à-dire, souvent, les réticences, on les observe euh, quand on arrive avec la solution tout de suite. Puis on leur dit, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser ce logiciel-là et c'est lui qui va te dire quel est le chiffre d'affaires. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose, pour moi, lié à l'humain plutôt qu'à la technique. Parce que je pense que si c'était pas un algo d'intelligence artificielle, mais autre chose, ou un autre outil, on pourrait avoir le même type de réticence si les personnes n'ont pas été partie prenante dedans. Mais donc ça, je dirais pas que ça permet d'aller ni dans un sens ni dans l'autre. Pour des personnes qui étaient déjà convaincues, ça leur permet d'aller plus loin. Pour les personnes qui étaient réticentes, je pense que ça va pas les aider à l'être moins pour autant. Ouais. Ok. Pas de cette manière-là, je pense. Ouais.
des corrélations qu'il pourrait y avoir avec deux items qui, si ensemble ils sont présents, vont contribuer à ce résultat. Ouais, alors, on arrive à faire des graphiques avec deux. Alors, deux voire trois, parce que donc, on arrive à faire de la 3D à peu près avec des couleurs, quoi. Et ça devient vite un peu le bazar. Mais les contributions 2 à 2, ouais, on peut les avoir. Donc on peut savoir que. Alors, ouais, je ne les ai pas mis là, mais si vous allez voir sur le GitHub, vous aurez des exemples. Là, vous pourriez savoir en 2D, par exemple, que dans les zones où il y a beaucoup de vignes, mais peu d'achats fournisseurs, ça a tendance à colorer en bleu et inversement. Enfin, vous pouvez avoir des graphiques 2D comme ça, ouais. Après, ça devient plus compliqué dès lors qu'on a. C'était ma deuxième question. Alors là, on voit par exemple que la workforce va influer négativement. Est-ce qu'on a des indicateurs aussi pour dire, bah voilà, si je rajoute une unité, ça va contribuer de telle façon Ouais. Ouais, alors c'est une très bonne question effectivement qui me permet de préciser que c'est pas parce qu'on a cette explication, elle est valable vraiment localement. Ça veut dire que dès que vous allez vous éloigner un peu, le graphique peut bouger, quoi. C'est-à-dire rien ne garantit que finalement votre prédiction elle bouge gentiment en fonction de la workforce, enfin de l'effectif comme ça, puisque ça c'est indépendant en fait de ce qu'on cherche à faire, qui est d'expliquer le modèle. Le modèle lui-même qu'on a derrière, s'il est monotone, comme vous dites par exemple une régression linéaire, bah, c'est monotone. Donc si on fait ce type de graphique dessus, oui, effectivement, on pourrait avoir ce type d'indicateur. Mais si derrière on utilise des réseaux de neurones qui sont du coup aucune garantie de monotonie ou quoi qu'est-ce, du coup on a aucune garantie. Ouais, donc c'est vraiment à prendre au niveau purement local. Et d'ailleurs, même si vous faites bouger un peu l'effectif, il est possible que la contribution de celui qui est juste au-dessus, les achats fournisseurs, change aussi à la marge. Puisque, comme disait monsieur juste avant, il peut y avoir des contributions couplées. Donc c'est vraiment à prendre au niveau local. Ouais. Je me pose une question, si vous avez deux modèles, par exemple, un qui fait 1% d'erreur et l'autre qui fait 50% d'erreur, celui de 50% d'erreur est très explicable, celui d'1% n'est pas explicable du tout. Est-ce que le client va quand même prendre celui de 50% C'est marrant, ça nous est arrivé, alors pas dans ces amplitudes-là, mais quand même, ouais. Et on a eu le cas d'un client qui a préféré un algo explicable moins performant, ouais. Parce qu'il avait besoin, en fait, c'était un algo un peu pareil, quoi. C'était pour des équipes commerciales. Et en fait, il fallait qu'ils puissent appréhender vraiment les raisons pour lesquelles en dessous la prévision était comme ça. Donc ils voulaient en particulier de la monotonie, c'est-à-dire qu'ils voulaient s'assurer, eux ils savaient que en gros quand l'âge de leurs clients augmentait, eh bien c'était le taux d'attrition, le départ client augmentait également. Et en fait, l'algo plus performant, lui, il avait aucune garantie de monotonie. Donc des fois, il y a des petits escaliers comme ça qui étaient juste des petites erreurs numériques qui faisaient que ça redescendait et que ça remontait derrière. Et ça a été une catastrophe quand on a voulu le présenter aux commerciaux. Ils ont complètement refusé le truc en disant bah non, ça marche pas votre truc. Et on a beau leur parler de précision, etc. Ça n'avait aucun sens. Et donc du coup, ils ont préféré revenir sur une solution plus simple. Alors c'était un peu mieux que la régression linéaire, mais ça garantissait quand même de la monotonie. Et du coup, avec des performances moindres. Bon, après, c'est à prendre aussi. Faut regarder aussi sur combien d'échantillons à chaque fois et calculer la précision, parce que en fait tout modèle est faux aussi, hein, donc il faut faire attention si on a peu de données. Bon, est-ce qu'il faut vraiment aller au fond de la précision alors qu'en fait on a pris que, je sais pas moi, deuxième semestre 2020 pour caler, ou deuxième semestre 2019, tiens, et puis maintenant on est en 2020, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en 2020. Donc tout ça c'est à mesurer ensemble, quoi. Je sais pas si ça répond entièrement à votre question. Si. Merci et bon appétit.